Dans une ville côtière du sud de la France, où les vagues de la Méditerranée viennent caresser des plages de galets et où les villas perchées sur les collines semblent défier le temps, Étienne Laurent mène une existence d'une élégance froide. À 45 ans, cet homme au regard perçant et au costume taillé sur mesure est une figure incontournable du monde des affaires. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe qui s'étend des côtes françaises jusqu'aux métropoles européennes, il incarne la réussite, celle que l'on admire dans les magazines et que l'on murmure dans les cercles huppés. Pourtant, derrière les portes de sa villa somptueuse, un silence lourd règne, seulement troublé par le cliquetis des talons sur le marbre ou le murmure du vent qui s'infiltre par les grandes baies vitrées. Étienne est un homme riche, mais seul. Depuis la mort de sa femme, Camille, 10 ans plus tôt, il s'est retranché dans une routine où les réunions, les voyages d'affaires et les mondanités tiennent lieu de vie. La villa, avec ses lustres en cristal et ses meubles d'époque, n'est qu'un écrin vide, un mausolée de souvenirs qu'il évite de regarder en face. Chaque matin, Étienne se lève avant l'aube, consulte ses emails, donne des ordres brefs à son assistante par téléphone, puis s'installe dans son bureau pour examiner les chiffres de ses hôtels. Il ne s'attarde jamais longtemps dans les pièces communes de la villa, préférant la solitude de son espace de travail, où une photo de Camille, souriante sur une plage, trône discrètement sur une étagère. Ce jour-là, cependant, il est de retour plus tôt que prévu d'un voyage à Paris, où une négociation avec un investisseur a été écourtée. Fatigué, il traverse le hall d'entrée, son attaché-caisse à la main, et remarque une lumière douce provenant de la cuisine, un endroit qu'il fréquente rarement. Intrigué, il s'arrête, tend l'oreille. Une mélodie fragile, presque un murmure, s'échappe de la pièce. Une voix féminine, hésitante, chante un air qu'il ne reconnaît pas. Il s'approche, poussé par une curiosité qu'il ne s'explique pas. Dans la cuisine, Claire Dubois est seule. À 32 ans, elle est l'une des employées de maison de la villa, une silhouette discrète qui glisse entre les pièces comme une ombre. Ses cheveux châtains sont noués en un chignon lâche, et son uniforme gris, bien que propre, porte les marques d'une journée de travail. Claire est une femme simple, née dans un petit village de Provence, où les champs de lavande s'étendent à perte de vue. Elle a quitté sa famille des années plus tôt pour subvenir à leurs besoins, sa mère étant malade et son père incapable de travailler. Chaque mois, elle envoie la majeure partie de son salaire pour payer les soins médicaux, gardant à peine de quoi vivre. Ce jour-là, c'est son anniversaire, un moment qu'elle célèbre toujours seule, loin des regards. Sur la table de la cuisine, un petit gâteau au chocolat, préparé avec les moyens du bord, est orné d'une unique bougie. Claire chante doucement, un sourire mélancolique aux lèvres, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui n'est pas là. Elle ferme les yeux, formule un vœu silencieux, puis souffle la bougie. La flamme vacille, s'éteint, et la pièce plonge dans une lumière plus douce encore. Étienne, immobile dans l'embrasure de la porte, observe la scène sans un mot. Quelque chose dans ce moment, dans la simplicité de ce geste, le touche profondément. Il n'a jamais prêté beaucoup d'attention à Claire, sinon pour noter son efficacité et sa discrétion. Mais là, dans cette cuisine baignée par la lueur du soir, il voit une femme qui porte un poids semblable au sien, une solitude qu'elle dissimule sous un masque de courage. Il s'apprête à faire demi-tour, ne voulant pas troubler cet instant intime, mais son pied fait craquer une latte du plancher. Claire sursaute, se retourne, et ses yeux s'écarquillent en le voyant. « Monsieur Laurent » s'exclame-t-elle, rouge de honte. Elle se précipite pour ramasser le gâteau, comme si elle avait commis une faute. « Je suis désolée, je ne pensais pas que vous seriez là. Je vais nettoyer tout de suite. » Étienne lève une main pour l'arrêter, un geste inhabituellement doux pour un homme connu pour sa froideur. « Ce n'est rien, Claire, dit-il, sa voix plus chaleureuse qu'il ne l'aurait voulu. C'est votre anniversaire, n'est-ce pas ? Claire hoche la tête, mal à l'aise, évitant son regard. Elle explique, d'une voix tremblante, qu'elle ne voulait pas déranger, qu'elle a juste pris un moment pour elle. Étienne, au lieu de partir, s'attarde. Il remarque un carnet usé posé sur la table, à côté du gâteau. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il, plus par curiosité que par indiscrétion. Claire se fige, hésite, puis murmure que ce n'est rien, juste des notes personnelles. Mais ses mains tremblent légèrement, trahissant une nervosité qu'Étienne perçoit sans comprendre. À cet instant, Sophie, l'assistante personnelle d'Étienne, entre dans la cuisine. Grande, élancée, toujours vêtue d'un tailleur impeccable, Sophie a 38 ans et une assurance qui frôle l'arrogance.
Elle travaille pour Étienne depuis des années, gérant son emploi du temps avec une précision militaire. Mais derrière son professionnalisme se cache une ambition féroce, une volonté de s'élever encore plus haut dans le cercle d'influence d'Étienne. En voyant Claire et Étienne dans la cuisine, elle fronce les sourcils, son regard passant du gâteau au carnet, puis à Claire, qu'elle toise avec un mépris à peine dissimulé. « Monsieur Laurent, je ne savais pas que vous étiez rentré, » dit-elle, sa voix mielleuse cachant une pointe d'agacement. « J'ai des documents à vous faire signer. » Étienne acquiesce, mais son attention reste fixée sur Claire, qui baisse les yeux, soudain consciente de sa place dans cette maison. Sophie s'éloigne, non sans jeter un dernier regard à Claire, comme si elle évaluait une menace. Étienne, lui, ne peut s'empêcher de repenser à la scène qui l'a surprise. Il connaît à peine Claire, mais cette image d'elle, seule avec son gâteau, le hante. Il décide, sur un coup de tête, de faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis des années, un geste spontané, dénué d'intérêt personnel. Il passe la soirée à planifier une surprise pour Claire, une fête d'anniversaire digne de ce nom. Il contacte Marc, le chef de la sécurité, un homme robuste et taciturne qui veille sur la villa comme un gardien fidèle. Marc, qui a toujours eu un faible pour Claire et ses petites attentions comme les bouquets de fleurs qu'elle dispose dans les pièces, accepte d'aider Étienne sans poser de questions. Ensemble, ils mobilisent le personnel pour transformer la salle à manger en un lieu festif, avec des décorations, un vrai gâteau préparé par un pâtissier local, et même une petite sélection de musique. Le lendemain soir, Claire est convoquée dans la salle à manger sous prétexte d'une tâche urgente. Lorsqu'elle entre, elle est accueillie par une explosion de lumière et de couleurs, des guirlandes, des bougies, une table dressée avec élégance. Étienne se tient au centre, un sourire inhabituel sur le visage. « Joyeux anniversaire, Claire », dit-il simplement. Le personnel, Marc en tête, applaudit, et Claire, submergée par l'émotion, ne sait que dire. Elle n'a jamais été au centre de l'attention, encore moins dans un cadre aussi grandiose. Mais au fond d'elle, une pointe d'inquiétude persiste. Pourquoi un homme comme Étienne, si distant, si occupé, ferait-il cela pour elle? Elle accepte la soirée, riant et remerciant tout le monde, mais son regard s'attarde sur Sophie, qui observe depuis un coin de la pièce, un sourire crispé aux lèvres. Pendant la fête, Claire remarque que son carnet, qu'elle avait laissé dans la cuisine, n'est plus là. Elle fouille discrètement, espérant le retrouver, mais il a disparu. Ce carnet contient ses pensées les plus intimes, des lettres qu'elle écrit à sa mère sans jamais les envoyer, des rêves qu'elle n'ose formuler à voix haute, comme celui d'ouvrir une petite pâtisserie dans son village. La perte de ce carnet la trouble profondément. Elle se demande si quelqu'un l'a pris, et si oui, pourquoi. Alors que la soirée touche à sa fin, elle trouve une note glissée sous la porte de sa chambre, écrite d'une main inconnue, « Ne fais pas confiance à Étienne ». Les mots, simples mais lourds, s'impriment dans son esprit. Elle regarde par la fenêtre, où la villa brille sous les étoiles, mais une ombre semble planer sur cette nuit de fête. Claire passe la nuit à tourner et retourner la note dans ses mains. Elle repense à Étienne, à son regard lorsqu'il l'a surprise dans la cuisine, à la façon dont il a organisé cette soirée. Était-ce un geste sincère, ou y a-t-il autre chose derrière? Elle connaît les rumeurs sur Étienne, les chuchotements sur ses affaires, sur des décisions qu'il aurait prises dans l'ombre pour protéger son empire. Et Sophie, avec son attitude froide, semble toujours en savoir plus qu'elle ne le dit. Marc, lui, reste un mystère. Il est loyal envers Étienne, mais ses regards envers Claire trahissent une empathie qu'elle ne comprend pas encore. Alors que l'aube pointe à l'horizon, Claire prend une décision. Elle ne dira rien de la note pour l'instant, mais elle ouvrira l'œil. Quelque chose dans cette vie-là, dans les silences et les regards, lui dit que la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît. La fête a éveillé en elle un mélange d'espoir et de méfiance. Elle veut croire en la bonté d'Étienne, mais la note anonyme et la disparition de son carnet sèment le doute. Elle repense aux lettres qu'elle écrivait, à ses confessions sur sa solitude, sur son rêve de quitter cette vie d'effacement pour construire quelque chose à elle. Si quelqu'un d'autre que sa mère lisait ces mots, que verrait-il? Une femme vulnérable, ou une menace? Claire s'endort avec une question lancinante. Qui, dans cette maison, connaît vraiment ses secrets, et que veulent-ils d'elle? La villa, si belle soit-elle, commence à ressembler à une cage dorée, où chaque sourire cache peut-être un mensonge. La lumière du matin filtre à travers les rideaux épais de la villa,
baignant les couloirs d'une clarté douce qui contraste avec l'agitation intérieure de Claire. La fête d'anniversaire organisée par Étienne, bien que touchante, a laissé en elle un mélange d'émotions contradictoires. Elle se sent reconnaissante, presque émerveillée par cet élan de générosité de la part d'un homme qu'elle n'aurait jamais cru capable d'un tel geste. Mais la note anonyme, glissée sous sa porte, et la disparition de son carnet continuent de la hanter. Elle traverse la villa, son chiffon à la main, nettoyant les surfaces de marbre avec une précision mécanique, mais son esprit est ailleurs. Chaque craquement du parquet, chaque ombre dans un coin de la pièce la rend nerveuse. Elle ne peut s'empêcher de se demander qui a écrit cette note, et pourquoi. Étienne, malgré son sourire chaleureux lors de la fête, est-il vraiment digne de confiance? Oui, a-t-il, comme la note le suggère, un secret qu'il dissimule derrière ses manières raffinées? Claire s'arrête devant une grande fenêtre donnant sur la mer, où les vagues scintillent sous le soleil. Elle repense à son carnet, à ses pages remplies de lettres qu'elle n'a jamais envoyées à sa mère, de rêves qu'elle n'a jamais osé formuler à voix haute. Elle y a écrit son désir de quitter la villa, de retourner dans son village natal pour ouvrir une petite pâtisserie, un lieu où elle pourrait enfin être autre chose qu'une ombre dans la vie des autres. La perte de ce carnet la rend vulnérable, comme si quelqu'un avait accès à son âme. Elle se demande si Étienne l'a pris, s'il a lu ses mots, s'il a vu en elle plus qu'une simple employée de maison. Cette pensée la trouble autant qu'elle l'effraie. Elle décide de fouiller discrètement, espérant retrouver son carnet avant que quelqu'un d'autre ne l'utilise contre elle. Dans la cuisine, où tout a commencé, elle inspecte chaque recoin, soulevant les bocaux, vérifiant derrière les étagères. Rien. Elle se rend alors dans le bureau d'Étienne, une pièce qu'elle nettoie rarement, car il y passe la plupart de son temps. La porte est entr'ouverte, et un silence lourd règne à l'intérieur. Elle hésite, consciente qu'entrer sans permission pourrait lui coûter son emploi, mais la nécessité de retrouver son carnet l'emporte. Elle pousse la porte, entre sur la pointe des pieds. Le bureau est un espace imposant, avec des étagères remplies de livres reliés en cuir, un bureau en acajou massif, et une photo de Camille, la femme d'Étienne, posée dans un cadre discret. Claire s'approche, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvre les tiroirs un à un, avec précaution, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent quelque chose d'inattendu, une clé en métal, ancienne, avec un motif gravé qui semble appartenir à un coffre ou à une serrure d'un autre temps. Elle referme le tiroir, la clé serrée dans sa main, lorsque des pas résonnent dans le couloir. Paniquée, elle se glisse derrière un rideau, retenant son souffle. C'est Sophie, l'assistante d'Étienne, qui entre dans la pièce, un téléphone collé à l'oreille. Sa voix est basse, presque un murmure, mais Claire distingue des bribes de conversation. Oui, tout est sous contrôle. Il ne se doute de rien. Mais il faut faire attention à cette fille, elle commence à poser trop de questions. Sophie s'arrête, jette un regard autour d'elle, comme si elle sentait une présence. Claire, cachée, sent son pouce accélérer. De qui parle Sophie? D'elle? Et qui est à l'autre bout du fil? Sophie raccroche, fouille brièvement le bureau, puis sort, laissant Claire tremblante mais déterminée à comprendre ce qui se passe. Le soir même, Claire décide de confronter Étienne. Elle le trouve dans le salon, un verre de vin à la main, les yeux perdus dans la contemplation de la mer. Il semble différent, plus vulnérable que l'homme d'affaires implacable qu'elle connaît. Monsieur Laurent, commence-t-elle, sa voix hésitante. Je dois vous parler. Étienne se tourne vers elle, un sourcil levé. Mais son expression est curieusement douce. Elle lui parle du carnet, de sa disparition, et, après un moment d'hésitation, de la note anonyme. Elle s'attend à ce qu'il nie tout, ou qu'il la réprimande pour avoir fouillé son bureau. Mais à sa surprise, il pose son verre et s'approche d'elle. Claire, je dois vous avouer quelque chose, dit-il, sa voix grave. J'ai trouvé votre carnet dans la cuisine, après votre anniversaire. Je l'ai lu. Pas par curiosité malsaine, mais parce que, je voulais comprendre qui vous êtes. Claire sent une bouffée de colère monter en elle. Comment a-t-il osé? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Étienne continue. Vos mots m'ont touchée, Claire. Cette solitude que vous décrivez, ce rêve d'une vie meilleure. Je connais ça. Il lui raconte alors, brièvement, la perte de sa femme, la façon dont il s'est jeté dans le travail pour oublier, pour ne pas affronter le vide. Il explique qu'en lisant son carnet, il a eu une idée,
financer l'ouverture de sa pâtisserie, dans son village natal, comme un moyen de lui offrir la liberté qu'elle mérite. Mais je vous demande une chose, ajoute-t-il, son regard sérieux. Ne parlez de ceci à personne, pas même à Sophie. Il y a des gens dans mon entourage qui ne verraient pas ce projet d'un bon œil. Claire est déchirée. L'offre d'Étienne est un rêve devenu réalité, mais la note anonyme résonne dans son esprit. Et pourquoi Sophie poserait-elle problème? Elle hoche la tête, promettant de garder le silence, mais en elle, le doute s'installe. Et si Étienne jouait un jeu? Et si son geste n'était pas désintéressé? La clé qu'elle a trouvée dans le bureau pèse dans sa poche, comme un secret qu'elle n'est pas encore prête à révéler. Elle décide de chercher le coffre auquel cette clé pourrait correspondre, espérant y trouver des réponses. Le lendemain, profitant d'un moment où la villa est vide, Étienne étant parti pour une réunion, Sophie occupée à l'extérieur, Claire explore les pièces moins fréquentées. Elle finit par descendre dans la cave, un endroit qu'elle n'a jamais nettoyé, car Marc, le chef de la sécurité, y interdit l'accès. La porte est verrouillée, mais la clé qu'elle a trouvée s'insère parfaitement dans la serrure. Avec un déclic, la porte s'ouvre, révélant une pièce sombre, encombrée de vieux meubles et de cartons. Au fond, un coffre en métal, couvert de poussière, semble l'attendre. Elle s'agenouille, insère la clé, et le coffre s'ouvre dans un grincement. À l'intérieur, elle trouve des documents financiers, des contrats portant le nom d'Étienne, mais aussi des lettres et des notes manuscrites. L'une d'elles, signée d'un certain Paul, mentionne un « accord » qui devait rester secret, sous peine de conséquences graves. Claire, troublée, commence à lire, mais un bruit derrière elle la fait sursauter. Elle referme le coffre précipitamment et se retourne, le cœur battant. C'est Marc, debout dans l'encadrement de la porte, son regard dur mais pas hostile. « Qu'est-ce que vous faites ici, Claire ?» demande-t-il, sa voix basse. Elle balbutie, incapable de trouver une excuse crédible. À sa surprise, Marc s'adoucit. « Vous ne devriez pas fouiller ici. Il y a des choses dans cette maison que vous ne comprenez pas encore. » Il hésite, puis ajoute, « La note, c'était moi. Je voulais vous protéger. » Claire, abasourdie, lui demande des explications. Marc révèle que Sophie complote quelque chose contre Étienne, qu'elle détourne des fonds de ses hôtels depuis des mois, et qu'elle voit en Claire une menace, car Étienne semble lui accorder une attention particulière. « Mais pourquoi me dire de ne pas faire confiance à Étienne ?» demande Claire. Marc secoue la tête. « Parce qu'il n'est pas aussi innocent qu'il le semble. Il sait des choses, mais il ne vous dira pas tout. » Leurs voix s'éteignent lorsque des pas résonnent à l'étage. Marc fait signe à Claire de se taire, et ils remontent rapidement, refermant la cave derrière eux. Claire, encore sous le choc, cache les documents qu'elle a pris dans le coffre sous son uniforme. Elle se sent prise au piège, coincée entre la générosité d'Étienne, les avertissements de Marc, et les manigances de Sophie. Elle décide de garder les documents pour elle, du moins pour l'instant, mais elle sait qu'elle ne peut plus faire semblant d'ignorer ce qui se passe. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprête à quitter la villa, elle trouve une nouvelle note glissée dans son sac, une photo d'elle, prise à son insu dans la cave, accompagnée d'un simple message, « Arrêtez de fouiller, ou vous le regretterez. » Le lendemain, Étienne annonce qu'il doit partir pour un voyage d'affaires urgent à Genève. Il demande à Claire de rester vigilante, sans donner plus de détails, et lui assure que son projet de pâtisserie avance. Il a déjà contacté un notaire pour organiser le financement. Mais son départ laisse Claire seule dans la villa, avec Sophie et Marc. La tension est palpable. Sophie, qui semble avoir remarqué l'agitation de Claire, la suit du regard à chaque instant, ses sourires devenant de plus en plus rares. Marc, de son côté, garde ses distances, mais ses avertissements tournent en boucle dans l'esprit de Claire. Elle passe la soirée à examiner les documents du coffre, cachés dans sa chambre. Parmi eux, elle trouve une lettre mentionnant un « accident » impliquant un certain Paul, l'ancien associé d'Étienne, mort dans des circonstances mystérieuses. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais elles forment une image inquiétante. Alors que la nuit tombe, Claire, incapable de dormir, décide de retourner dans la cave pour en apprendre davantage. Elle descend en silence, la clé dans une main, une lampe de poche dans l'autre. La villa est plongée dans l'obscurité, mais un sentiment d'oppression l'enveloppe. Arrivée à la porte de la cave, elle l'ouvre, mais un bruit derrière elle la fige. Des pas, lents et réguliers,
descendent l'escalier. Elle se retourne, la lampe tremblante, et murmure « Qui est là ?» Personne ne répond. Les pas s'arrêtent, puis reprennent, plus proches. Claire, le cœur battant, se glisse dans la cave et referme la porte, mais elle sait qu'elle n'est pas seule. Quelqu'un l'a suivie, et la villa, si belle soit-elle, semble maintenant cacher un danger bien plus grand que ce qu'elle imaginait. L'obscurité de la cave enveloppe Claire comme une étreinte glacée. La lampe de poche tremble dans sa main, projetant des ombres vacillantes sur les murs poussiéreux. Les pas qu'elle a entendus dans l'escalier se sont tus, mais le silence est encore plus oppressant. Elle retient son souffle, serrant la clé contre sa poitrine, les documents volés dans le coffre glissé sous son uniforme. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'on ne l'entende à travers les murs de la villa. Elle se plaque contre une étagère, attendant, espérant que celui ou celle qui l'a suivie passera son chemin. Mais la porte de la cave s'ouvre lentement, dans un grincement qui résonne comme un avertissement. Une silhouette se dessine dans l'encadrement, massive, familière. C'est Marc, le chef de la sécurité. Son visage, éclairé par la faible lumière de la lampe, est un mélange de frustration et d'inquiétude. « Claire, qu'est-ce que vous faites ici ?» murmure-t-il, sa voix basse mais ferme. « Je vous ai dit de ne pas fouiller. » Claire, encore sous le choc, balbutie une excuse, mais Marc l'interrompt. Il referme la porte derrière lui et s'approche, baissant la voix jusqu'à un chuchotement. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes engagé. Ces documents, cette clé, ils sont dangereux. » Il révèle alors ce qu'il n'avait qu'effleuré auparavant. Sophie, l'assistante d'Étienne, détourne des fonds de la chaîne hôtelière depuis des mois, manipulant les comptes pour financer un projet personnel qu'elle garde secret. Marc a découvert ses agissements il y a quelque temps, mais il n'a pas encore de preuves solides pour la dénoncer. Il explique que la note anonyme et la photo étaient de lui, un moyen de protéger Claire sans l'impliquer directement. « Mais Étienne ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi m'avoir dit de ne pas lui faire confiance ?» Marc hésite, son regard fuyant. Parce qu'il sait plus de choses qu'il ne le dit. Il n'est pas innocent, Claire. Personne dans cette maison ne l'est. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'étage, comme une porte claquée avec force. Marc saisit Claire par le bras et la guide hors de la cave, remontant l'escalier en silence. Ils émergent dans le couloir principal, plongés dans l'obscurité, mais une lumière vacille dans le salon. Quelqu'un est là. Marc fait signe à Claire de rester en arrière, mais elle refuse, déterminée à comprendre la vérité. Ils avancent ensemble, sur la pointe des pieds, jusqu'à la porte du salon. À l'intérieur, Sophie se tient debout, un téléphone à la main, son visage crispé par la colère. « Je m'en fiche, faites ce que je vous dis », siffle-t-elle à son interlocuteur. Elle raccroche brusquement en apercevant Marc et Claire, ses yeux lançant des éclairs. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande-t-elle, sa voix tranchante comme une lame point clair, poussée par un mélange de peur et de défi, brandit les documents qu'elle a pris dans le coffre. « J'ai trouvé ça, Sophie. Des contrats, des transferts d'argent. Qu'est-ce que vous cachez ?» Sophie blêmit, mais reprend vite contenance. Un sourire froid aux lèvres. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Claire. Vous feriez mieux de rendre ces papiers et de retourner à vos balais. » Marc intervient, sa voix grave. « Ça suffit, Sophie. J'ai vu les chiffres. Vous détournez de l'argent depuis des mois. » La tension dans la pièce est palpable, comme une tempête sur le point d'éclater. Sophie éclate d'un rire nerveux. « Vous pensez qu'Étienne est un saint ? Il sait tout, Marc. Il m'a laissé faire. Pourquoi croyez-vous qu'il vous garde tous les deux si près ? Vous êtes ses pions. » À cet instant, la porte d'entrée s'ouvre, et Étienne apparaît, son manteau encore humide de la pluie qui commence à tomber dehors. Il semble fatigué, mais son regard s'aiguise en voyant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Claire, sans réfléchir, lui tend les documents. « Monsieur Laurent, j'ai trouvé ça dans un coffre, dans la cave. Et une lettre, à propos d'un certain Paul, un accident. » Étienne prend les papiers, son visage impassible, mais ses mains tremblent légèrement. Il parcourt les documents, puis lève les yeux vers Sophie. « Tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien ?» dit-il, sa voix basse mais chargée de colère. «
Sophie tente de protester, mais Étienne l'interrompt. J'ai toujours su que tu jouais un double jeu, Sophie. J'attendais juste que tu fasses une erreur. Ce qui suit est une confrontation explosive. Sophie, acculée, avoue qu'elle a manipulé les comptes pour financer un projet parallèle, une chaîne hôtelière concurrente qu'elle comptait lancer sous un faux nom. Elle accuse Étienne d'avoir fermé les yeux sur ses agissements pour protéger sa propre réputation. Vous saviez pour l'argent, Étienne. Vous saviez pour Paul, crie-t-elle, avant de se taire, consciente d'en avoir trop dit. Claire, abasourdie, se tourne vers Étienne. Qui est Paul ? demande-t-elle. Étienne ferme les yeux un instant, comme s'il portait un fardeau trop lourd. Paul était mon associé, dit-il enfin. Il est mort il y a 5 ans, dans un accident de voiture. Mais, ce n'était pas un accident. Il raconte alors une histoire que personne dans la pièce n'attendait. Paul, son ami et partenaire, avait découvert des irrégularités dans les comptes de l'entreprise, orchestrées par un groupe d'investisseurs véreux. Lorsqu'il a menacé de tout révéler, il a été éliminé. Étienne, rongé par la culpabilité, a couvert l'affaire pour protéger son empire, mais il a juré de faire tomber ceux qui étaient responsables, un par un. Sophie, impliquée dans le réseau, était son dernier maillon à démasquer. Je t'ai laissé faire, Sophie, parce que je voulais des preuves. Et maintenant, je les ai. Il se tourne vers Marc. Appelle la police. Sophie, désespérée, tente de s'enfuir, mais Marc la retient. Alors que la situation semble se résoudre, Claire, encore sous le choc, fouille dans les documents qu'elle a gardés. Parmi eux, elle trouve une enveloppe jaunie, cachetée, portant son nom. Intriguée, elle l'ouvre, et son souffle se coupe. C'est une lettre de Camille, la femme d'Étienne, écrite peu avant sa mort. Dans cette lettre, Camille révèle que la mère de Claire, qu'elle connaissait depuis des années, lui avait confié sa fille avant de tomber malade. Camille avait promis de veiller sur Claire, et après sa mort, Étienne avait tenu cette promesse à sa manière, en l'engageant dans la villa, en la gardant près de lui sans jamais lui révéler la vérité. « J'ai vu en toi une force que tu ne vois pas encore », écrit Camille. « Un jour, tu trouveras ta voie, et Étienne t'aidera, même s'il ne sait pas toujours comment le faire. » Claire, les larmes aux yeux, lève la tête vers Étienne. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» demande-t-elle, sa voix brisée. Étienne baisse les yeux, incapable de répondre immédiatement. « Je ne savais pas comment. J'avais peur que tu penses que je te manipulais, comme les autres. » Cette révélation change tout. Claire réalise que l'attention d'Étienne, son geste pour son anniversaire, son projet de financer sa pâtisserie, tout cela faisait partie d'une promesse plus ancienne, un lien qu'elle ignorait. Elle se sent trahie, mais aussi étrangement reconnaissante. Étienne n'est pas un saint, mais il a essayé, à sa manière, de faire ce qui était juste. Les jours suivants, la villa retrouve un semblant de calme. Sophie est arrêtée, les documents transmis aux autorités, et l'empire d'Étienne est secoué par le scandale, mais il tient bon. Claire, quant à elle, prend une décision. Elle accepte l'offre d'Étienne pour financer sa pâtisserie, mais à une condition, elle veut le faire à sa manière, sans dépendre entièrement de lui. Étienne accepte, et ensemble, ils travaillent sur les plans d'une petite boutique dans le village natal de Claire, un endroit simple où les odeurs de pain frais et de gâteaux rempliraient l'air. Claire retourne chez elle, dans les champs de lavande de Provence, où sa mère, bien que fragile, l'accueille avec des larmes de joie. La pâtisserie ouvre ses portes quelques mois plus tard, un lieu chaleureux où les villageois se rassemblent, où Claire, enfin, se sent chez elle. Étienne, de son côté, choisit de prendre du recul. Il délègue la gestion de ses hôtels à une équipe de confiance et commence à s'investir dans des projets caritatifs, inspirés par la simplicité et la force de Claire. Il rend visite à la pâtisserie de temps en temps, toujours accueilli par un sourire de Claire, une amitié naissante entre eux, bâtie sur une compréhension mutuelle de leur solitude passée. La villa, autrefois un lieu de secret et de silence, devient un espace où Étienne organise des événements pour des associations locales, comme pour exorciser les ombres qui l'ont hanté. Un matin, alors que Claire sert des croissants encore chauds à ses clients, une lettre arrive, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de la villa, prise de loin, et un simple mot, « Merci ». Elle sourit, pensant à Étienne, mais une petite voix dans son esprit s'interroge. Était-ce vraiment lui ? Ou y a-t-il encore des secrets enfouis dans les murs de cette maison ?
Elle pose la lettre sur le comptoir, regarde les champs de lavande par la fenêtre, et décide que, pour l'instant, elle a trouvé sa place. Mais au fond d'elle, une question persiste, la vérité est-elle vraiment révélée, ou d'autres mystères attendent-ils dans l'ombre? Alors qu'un client entre, un inconnu tenant un carnet semblable à celui qu'elle avait perdu, Claire sent un frisson la parcourir. La porte de la pâtisserie se referme doucement, laissant planer un souffle d'incertitude sur son avenir.